Donc une table ronde sur l'enjeu des soft skills dans les métiers de demain et de la transformation des entreprises. On a vu tout à l'heure avec l'IA à quel point le sujet était important et c'est aussi peut-être de l'avenir de beaucoup des métiers dont il s'agit. Pour ça, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Chantal Casal, Marc-François Brasier, oui alors là, Marc-François Brasier, Pascal Tébé, Serge Déric, David Lamy Serge doit arriver en retard. Hein, Arnaud Boson, oui, effectivement. Serge, on l'excuse d'avance, il est mobilisé par une obligation, mais il nous rejoint très vite. Je vous laisse nous rejoindre. Bonjour. Merci à vous, Pascal. Bonjour. Bonjour. Juste un petit point, on était censé 2 minutes. On va gérer. C'est noté. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous ? Bon, eh bien, ravi de vous accueillir. Pendant qu'ils s'installent, je vais me permettre de vous les présenter en quelques minutes. Alors, Chantal, je vous laisse vous installer. Chère Chantal, vous avez un parcours en entreprise qui vous a conduit de IBM France au métier de la banque privée. Avant de démarrer une carrière de consultante, conduite du changement notamment, vous avez participé au lancement de la Banque Postale, je crois, et vous êtes aujourd'hui consultante en stratégie digitale, tout en enseignant chez HEC. David Lamy, cher David, après une carrière de DRH dans des groupes internationaux, Apple Retail, Coca Entreprise, Parfum Christian Dior, Starbucks, vous avez pris en charge la DRH de Paris 2024. Un petit sujet qui nous évoque des choses ici. Une entreprise un peu particulière, hein, qui va vivre une vie finalement en accéléré, une vie d'entreprise. C'est, je crois, 150 collaborateurs aujourd'hui, 180 en fin d'année. Et puis on va vivre, je crois, un doublement chaque année d'ici la grande échéance. Arnaud, cher Arnaud Boson, vous avez mené l'intégralité de votre carrière dans l'audiovisuel. France 3, La 7, aujourd'hui Arte. Et puis, vous avez rejoint TF1 il y a 25 ans. Alors, dans les métiers d'abord des technologies, du digital, de la stratégie, et depuis 7 ans, vous avez pris en charge les ressources humaines, plus la RSE. Sujet qui vous parle, on l'évoquera tout à l'heure. Marc-François Brasier, cher Marc, vous avez une carrière de DRH, comme on dit, pur jus. De DRH dans des grandes entreprises, alors Essilor, Alstom, Conforama, Whirlpool. Vous avez été également DRH d'AKDN, j'avoue que je ne connaissais pas, qui est l'Agacan Development Network, à la fois du lucratif, du non lucratif, de grandes activités, hôtellerie notamment. Et puis une grande organisation, 80 000 collaborateurs dans le monde. Et puis récemment, vous étiez le DRH du groupe Casino. Pascal Tébé, vous êtes en charge du COMEX, au sein du COMEX d'Alliance France, de l'unité digitale, client, communication, un spectre marketing très large. Et vous avez également hérité de la fonction de Chief Happiness Officer. En clair, vous êtes en charge du bonheur dans la maison, du bien-être au travail, du bien-être, qui peut être une des composantes du bonheur. Et c'est vous d'ailleurs qui avez, m'expliquiez-vous, manifesté votre intérêt pour la fonction. C'est un choix. Vous avez passé l'ensemble de votre carrière dans le monde de l'assurance et vous êtes chez Allianz depuis une dizaine d'années, je crois. Alors Serge Déric, il va nous rejoindre, comme le disait Maryse tout à l'heure, il a des obligations, il saute dans un véhicule et nous allons le voir arriver. C'est lui aussi un pur produit de son entreprise qui est la BPCE, également un pur produit RH, qui est aujourd'hui en charge d'une partie importante de la DRH du groupe. Il est en charge du développement RH, il est en charge de la transformation et des relations sociales. David Lamy, on commence ensemble ? Si vous le voulez bien. Vous avez un micro? Non, je vous en donne un. Alors, on a combien de micros d'ailleurs? On va regarder. Ah ben voilà. On va partager les micros. Merci beaucoup. Merci, cher Maryse. Oui, c'est noté. Tac. On va se les passer. Voilà. Alors, peut-être un mot sur les enjeux. Alors, l'intérêt de cette table ronde, on parle des soft skills, le lien direct, je ne sais pas si vous avez en tête, avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'IA, l'importance quand même de définir ce que sera notre rôle, l'homme augmenté, certes, mais quelle place et qu'est-ce qui nous différencie. Et on va voir que dans les business aussi,
il y a des choix stratégiques. On a vu certains des business, on a parlé de l'aérien, c'est vrai, on a parlé du monde bancaire, et on va voir que finalement, tous les champs de l'économie sont adaptés, sont impactés par cette augmentation, transformation des individus. Et on va, je l'imagine, c'est le pari qu'on peut faire, voir ensemble à quel point les soft skills deviennent des éléments positivement discriminants pour l'être humain. Alors c'est quoi vos enjeux en qualité de DRH de cette étrange et formidable entreprise de Paris 2024 ? Paris 2024, c'est un projet très concentré, on va dire, par rapport à la vie normale d'une entreprise. On va vivre la naissance, la croissance et la disparition sur un cycle de 6 ans, ce qui est assez extraordinaire. Et on part de zéro pour arriver à peu près à 4500 collaborateurs au moment des Jeux, auxquels on va rajouter 50 000 bénévoles qui vont nous accompagner sur cet événement. Et on a une estimation sur un écosystème qui va être à peu près de l'ordre de 150 000 personnes mobilisées pour permettre à ces Jeux d'être organisés. Donc effectivement, quand vous êtes le DRH d'un projet comme celui-là, vos enjeux ils sont assez majeurs, mais ils sont très définis dans le temps. 5 ans, c'est très court. Ouais. Donc voilà, c'est particulier, quoi. Alors, notre fameux esprit de service, qui est à la fois ce qui anime tout le réseau de l'association, la difficulté, le constat commun qu'on fait, le teaser était bon de ce point de vue, est-ce qu'on amplifie le phénomène ou est-ce qu'on a un vrai problème sur le sujet ? Ça vous concerne, ça concernera la réussite aussi collective des Jeux. Comment ? Et puis vous avez, on l'a dit, cette carrière de DRH, vous avez voyagé ? L'esprit de service, c'est effectivement un enjeu majeur sur un événement international sportif, mais aussi qui est lié au tourisme. On va vendre 13,5 millions de tickets. Donc on peut imaginer que l'impact touristique va être énorme sur la région Île-de-France et sur la région de Marseille. Donc effectivement, un des impacts majeurs, c'est le tourisme. Comment on accueille et comment on s'assure que l'expérience dans sa globalité de nos spectateurs, donc de nos clients, soit satisfaisante. Et elle n'aura pas lieu uniquement à l'intérieur de l'enceinte, mais aussi à l'extérieur de l'enceinte. Et les premières expériences, c'est à l'aéroport quand on arrive, quand on prend un taxi, à l'hôtel, au restaurant, dans tous ces lieux de convivialité et d'échange qui sont extrêmement importants pour l'expérience dans sa globalité. Elle est comment la situation aujourd'hui, si on part de l'instant T ? On est en petit comité, puis je pense que tout le monde est engagé, on peut se dire les choses. Écoutez, c'est assez balancé. Je pense que c'est... moi, j'ai habité à l'étranger pendant un certain nombre d'années. Quand je rentre en France et en particulier à Paris, l'expérience client, elle a des axes de progrès, on va dire, pour rester positif. Je pourrais vous parler d'expérience personnelle, mais je trouve que quand on a commencé à travailler sur la réflexion de qu'est-ce qu'on pourrait apporter en termes d'héritage pour Paris 2024 sur Paris et sa région, en dehors du matériel, sur la partie immatérielle, donc on est très dans le soft skills, on avait identifié au départ deux éléments qui nous paraissaient majeurs, qui étaient effectivement l'accueil, le service client, et la partie linguistique, c'est-à-dire parler mieux l'anglais. Je pense que c'est les deux éléments clés de cette expérience quand on arrive à Paris et qu'on n'est pas français, qui peuvent vraiment faire la différence. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder 2 minutes ce que vous souhaitez transmettre derrière. Vous avez un projet d'entreprise, vous avez un projet lié au fait de délivrer les JO dans le temps, vous avez un projet économique, et on voit qu'il y a des paramètres extérieurs qui peuvent avoir une incidence directe sur l'écosystème, partenariats qui arrivent ou qui partent, et plus fondamentalement, vous avez un intérêt sociétal ou une vocation sociétale, notamment dans l'accès à l'emploi, dites. Oui, parce que les Jeux Olympiques, c'est en soi un événement extraordinaire avec des épreuves, des athlètes et des spectateurs, mais c'est pas l'unique raison pour laquelle un comité d'organisation est construit et organise les Jeux. On a aussi une vision qui est de délivrer un héritage, donc de laisser une empreinte sur le territoire français pour les citoyens, pour le sport, pour les villes dans lesquelles on va agir. Et cet héritage, il a plusieurs dimensions. Il a d'abord une dimension classique, une dimension infrastructure. Il y a des infrastructures qui vont être construites, qui vont être pérennes, qui existeront après les Jeux et qui seront utilisées par les concitoyens des villes dans lesquelles elles sont construites. Donc ça, c'est un élément tangible. Mais il y a aussi une dimension qui est plus intangible, économique dans un premier temps, qu'il faut que les Jeux bénéficient aux entreprises
qui font partie d'un écosystème, qui sont les entreprises locales, les entreprises françaises ou internationales, et puis aussi les entreprises qui ont des difficultés à ces marchés-là, donc on appelle les ESS, donc les marchés qui sont un peu fermés, un peu spécialisés, solidaires, pour qu'on puisse bénéficier. Donc ça, c'est une dimension économique. Il y a une dimension sociale importante, et vous parlez de l'emploi. Effectivement, il faut que les jeux soient au bénéfice de tous. Et on parle de tous, de tous les gens qui vivent autour des jeux. Ça ne faut pas uniquement pouvoir voir les jeux comme spectateur, mais aussi pouvoir participer aux jeux. Et participer, il va y avoir plusieurs manières de s'engager dans ces jeux. On va pouvoir être un salarié, on va pouvoir être un bénévole, on va pouvoir être un prestataire. Il va y avoir plein de formes d'engagement dans cet événement qui va permettre de partager cette expérience. Et ça, c'est extrêmement important qu'elle puisse bénéficier, dans un premier temps, on va dire, aux gens qui sont aussi éloignés de l'emploi. On a un bassin du 93 qui est un bassin d'emploi très compliqué. Je pense que les gens dans la salle le savent très bien. Le territoire dans lequel la population en France est la plus jeune, mais aussi le territoire dans lequel le taux de chômage est le plus fort. Donc en quoi nous on peut contribuer à améliorer ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième élément majeur, je pense, c'est changer le regard. On a une opportunité, grâce à l'organisation des Jeux paralympiques, d'impacter de façon très forte le regard qu'ont les Français sur le handicap. Pendant très longtemps, on a considéré les Jeux paralympiques comme des gens qui sont en situation de handicap qui font du sport. Et maintenant, on va changer le regard sur des athlètes en situation de handicap. Et c'est ça qui est important. Et une fois qu'on aura eu ce modèle, on pourra aussi, en entreprise, transposer l'idée qu'il y a aussi des gens très performants qui ont des talents, qui sont en situation de handicap, et pas des gens en situation de handicap pour qui on cherche des emplois. Donc c'est changer ce regard sur le handicap et inverser sur les capabilities, donc les capacités à faire les choses, plutôt que ce qu'on ne peut plus faire parce qu'on a une forme de handicap. Alors, dans ce contexte et le prisme objectif de fond de cette entreprise, ça doit avoir une incidence sur votre sourcing, sur le recrutement. Qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce que vous attachez comme importance à ces fameuses soft skills chez les gens que vous recrutez ? Alors, le recrutement, pour l'instant, se passe très bien parce qu'on a la chance d'avoir une marque assez incroyable qui fait qu'on a beaucoup de candidats. Et il y a deux dimensions. On est sur l'organisation d'un événement technique. Par contre, dans la phase amont, dans cette phase actuelle, c'est pas la technique qui l'emporte, c'est pas ça le plus important pour l'instant. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est effectivement ces soft skills, c'est nos compétences comportementales. Ce projet, il a tellement court sur la durée qu'il n'y a aucune capacité individuelle qui va permettre de réaliser ce projet à lui tout seul. Donc vous pouvez être le plus talentueux du monde et le meilleur DRH de la Terre, ça ne va pas faire le succès du projet en fait. On n'arrivera à faire ce projet que par la capacité de collaboration, donc notre capacité à interagir les uns avec les autres. Et donc ça passe par la communication, ça passe par le relationnel, on a parlé de qualité relationnelle dans l'accueil. Et c'est les fondamentaux aujourd'hui de notre recrutement, effectivement. On va chercher à recruter des gens qui ont des capabilities, qui ont des capacités particulières à s'engager avec les autres. Évidemment, ils ont quelques compétences techniques, parce que sinon on ne les prendrait pas, mais c'est pas ça qui fait la différence. La différence, c'est les gens qu'on va rencontrer. Donc c'est vraiment notre recrutement, on parle d'une expérience candidat, mais on parle de rencontre en fait. On va aller chercher des gens qui sont particuliers et qui vont travailler ensemble et qui ont pour but de travailler avec les autres. Donc c'est extrêmement important pour nous. Oui, et on a en prisme les objectifs fondamentaux de la démarche qui ne font que renforcer, qu'il s'agisse de tenir les délais, de cette alchimie assez incroyable, et puis de l'enjeu sociétal. Oui, parce que effectivement, l'élément temps, je crois que c'est un élément très important dans notre management et notre environnement. Dans toutes les entreprises, en général, quand vous menez des projets, il peut vous arriver que vous soyez un petit peu en retard, que vous ayez un petit dépassement de budget, des choses classiques, on va dire. Nous, dans notre projet, le en retard, il n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que la date d'ouverture, elle est prévue, on sait à quelle heure ça va se passer, on sait où ça va se passer. Et qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, ça aura lieu. C'est un bon point de départ et c'est le point d'arrivée. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas bouger. Donc ça fait un élément de management très particulier parce qu'on doit mettre toute notre énergie collective à la réalisation de l'objectif dans les délais. Et le deuxième élément, c'est l'élément budgétaire. On a l'arrogance de penser qu'on fera les Jeux Olympiques dans le budget, pour probablement la première fois dans l'histoire.
On est français, on se met des défis, hein, on croit que l'impossible est possible. Donc on va délivrer un budget de 3,8 milliards et on respectera ce budget. Donc c'est une contrainte extrêmement importante aussi en termes de management, bien évidemment. Ouais, voilà une contrainte business pure. On change d'univers, on va dans les médias, on change d'univers quoique. Je vais vous trouver Voilà, merci Chantal pour le micro. Alors, vos enjeux en termes de transformation, parce que les échéances sont différentes, mais vous êtes vous aussi complètement catapulté dans un monde qui bouge dans tous les sens. C'est quoi vos enjeux en termes de transfo aujourd'hui chez TF1 ? J'ai d'abord envie de dire, un peu pour un clin d'œil, puisqu'on vient de parler des JO, on a parlé de Roland Garros pas mal. Ouais. Bah, vous savez quoi, dans 2 jours, c'est la Coupe du Monde féminine de football en France. Absolument. Donc c'est quand même une formidable occasion d'accueil, puisqu'il y a, vous le savez probablement, 24 nations qui vont jouer cette compétition, dont l'équipe de France bien sûr, et dont on espère qu'elle fera un beau parcours. Donc voilà, et évidemment, vous l'avez certainement déjà noté, tous les matchs seront retransmis sur les chaînes du groupe TF1. Alors, une fois qu'on a dit ça, votre question sur les grands enjeux, allez, j'en profite. Non, chacun en a un petit peu profité aujourd'hui. Hein, voilà, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, donc... écoutez, les grands enjeux dans l'univers des médias, ils sont naturellement portés par un certain nombre de thèmes qui ont été largement abordés aujourd'hui. Et en particulier la transition digitale qui s'opère depuis des années et qui nous a naturellement beaucoup touchés. On a tous en mémoire, je dirais, le paysage audiovisuel qu'on a connu, on va dire, dans les années 80. Et on sait à quel point aujourd'hui l'offre est devenue pléthorique. Le temps média de chacun d'entre nous s'est complètement transformé. On est informé différemment, on est diverti, distrait différemment, et on a une multitude d'opportunités qui font qu'on a une consommation évidemment qui n'a rien à voir avec celle qu'on a pu connaître, encore une fois, il y a de nombreuses années où, je dirais, le foyer, la famille se rassemblaient pour quelque chose qui était assez rare. Et vous étiez vu comme un mastodonte. C'était pas mal, on aimait bien l'époque où on était peu nombreux, parce qu'avoir peu de concurrence c'est toujours mieux, mais tout a changé. Voilà. Donc je ne fais pas de dessin, je pense qu'on baigne tous dans un univers où, encore une fois, on est pétri d'informations constamment, on est parfois addict au visionnage, au visionnement de fiction en série. Donc évidemment, un groupe comme le nôtre a été confronté à des chocs depuis déjà de nombreuses années qu'il a fallu s'adapter. Le changement, c'est pas naturel. On aime beaucoup le changement, tous ici, mais chez les autres. Chez soi-même, c'est un truc qui n'est pas tout à fait naturel, et quand il se produit, il crée de l'inconfort, il crée de la perte de repères, et c'est vrai des salariés de l'entreprise qui ont été un peu chahutés, parce que l'entreprise TF1 qu'on a connue, peut-être là aussi pour certains d'entre vous, il y a plus de 20 ans, c'était une success story. Absolument. Et donc, je ne dis pas que ça a changé, mais le monde, l'espace concurrentiel s'est radicalement transformé. On a évoqué les GAFAN un petit peu aujourd'hui aussi, qui sont des acteurs omniprésents, ils le sont pour nous, et donc la compétition n'est plus la même. Donc, les changements, si je peux peut-être répondre plus brièvement à votre question, peut-être qu'ils sont de 2 ordres. On sait que l'offre que l'on doit apporter à nos téléspectateurs, aux clients de la régie publicitaire, ne peuvent plus être les mêmes. Et on sait que les collaborateurs non plus, on ne peut plus les accompagner dans les conditions qu'on a pu connaître il y a 20 ans, on le sait tous. Et les soft skills, évidemment, jouent un rôle majeur dans ce changement. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on n'attire pas des collaborateurs talentueux dans le groupe TF1 comme on les attirait il y a quelques années. Et donc, je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements et d'actions de fond qui relèvent de la politique RH et de la politique RSE d'une entreprise. Ouais, en termes de compétences chez les collaborateurs, ce que vous recherchez, on parle des soft skills notamment, c'est quoi la traduction de ce bouleversement, de ces parts d'audience qu'on ne retrouvera plus, de ce mode de consommation qui change Dans un groupe média comme le nôtre, ce qui fait la différence, mais ce qui fait la différence de toute façon quand on cherche des audiences fortes, c'est naturellement le contenu, la qualité du contenu. Et donc le combat, il est là. Il faut disposer des meilleurs droits sportifs, en tout cas de ceux dans un groupe comme le nôtre, qui effectivement sont plutôt les sports majeurs, même si tous ont leur place. Et il faut disposer des meilleurs programmes de fiction, documentaires, magazines, des meilleurs rendez-vous d'information, etc. Et le challenge, il est essentiel. Et donc, pour disposer de ces meilleurs contenus, eh bien, l'innovation, la créativité, la dimension artistique est majeure. Donc, l'humain est présent au travers de tout ce qui est artistique dans un environnement, alors, à la fois journalistique, bien sûr, mais aussi
quand on prétend être une entreprise de divertissement, eh bien, la création, la créativité artistique, elle est fondamentale. Et ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, vieux comme le monde et qui est toujours très vrai et qui demeurera vrai. Ensuite, tous les métiers techno, oui, ils sont déterminants. Ouais. Parce que on peut pas faire évoluer effectivement une offre digitale qui est incontestable. Et d'ailleurs, on a parlé de digital un peu en le critiquant aujourd'hui. Je trouvais que c'était un peu ambivalent. Et puis on termine par la présentation d'un MOOC en disant ouais, qu'est-ce que c'est génial. Mais vous voyez que on est nous-mêmes nous un peu tiraillés. Bon. Évidemment. Eh bien nous, si on n'est pas évidemment extrêmement présent dans la capacité à répondre aux demandes, par exemple des annonceurs publicitaires dans le domaine du digital, pour pouvoir adresser les téléspectateurs différemment des audiences de masse qu'on peut offrir sur des écrans classiques en télévision. Si on ne peut pas apporter un service replay, un service de consommation en décalé de tous nos contenus, ben, on n'est pas au rendez-vous des attentes des consommateurs ou des téléspectateurs d'aujourd'hui. Donc on voit bien que cela, c'est un enjeu majeur, et donc il y a des compétences pour cela, et les compétences digitales, tout le monde se les arrache parce qu'il y en a évidemment insuffisamment sur le marché. Et puis je pourrais aussi vous dire, pour citer une troisième catégorie assez classique, toutes les compétences commerciales, parce qu'il y a un enjeu évidemment de commercialisation, de monétisation, et qui requiert aujourd'hui des compétences probablement très différentes de celles qu'on a connues. Il y a aussi des compétences qui malheureusement s'étiolent ou sont amenées à décroître, voilà. Oui, disons les choses. Oui, c'est la vie de l'entreprise. Mais justement, je me tourne vers vous, Marc-François Brasier. On a dit tout à l'heure à quel point vous avez embrassé des spectres et des contextes d'entreprise différents. Et riche de ces expériences, c'est quoi votre analyse des transformations en œuvre aujourd'hui dans ces sphères d'activité, la distribution que vous connaissez bien aujourd'hui, mais le monde de l'industrie, qu'est-ce que vous identifiez comme bouleversement ? Alors les bouleversements, je pense que beaucoup de choses ont été citées aujourd'hui au travers des différentes interventions et il y a des mouvements de fond qu'on peut noter. Ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez toutes les études qui sont faites un peu partout dans le monde et par tous les organismes, c'est que beaucoup, alors les proportions divergent énormément, certains parlent de 30, d'autres de 50%, vont être impactés, vont pas nécessairement disparaître, mais vont profondément dans leur composition être modifiées, mais qu'en final, et c'est le World Economic Forum qui le dit, il y aura une création nette d'emplois. Mais les contenus seront fondamentalement différents. Il y a une étude intéressante qui a été faite l'an dernier par McKinsey, qui a étudié par grands domaines d'activité les évolutions des compétences majeures dans les différents grands domaines d'activité. Les tendances sont à peu près toutes les mêmes, plus ou moins marquées selon les activités, mais c'est que globalement, les compétences qui vont être de plus en plus requises d'ici à 2030, c'est les compétences relatives à ce qu'on appelle, nous, depuis le début de la journée, les soft skills, au travers de ces notions d'empathie, de service, tout ce qu'on a pu mentionner, et d'autre part, les compétences technologiques. Ce qu'on a vu avec TF1, on a besoin des créatifs, des artistes, et on a besoin du digital. Donc, et quand on prend, alors après il y a aussi tout ce qui a été évoqué toujours par le World Economic Forum sur effectivement les fameux 4C, les 4 grandes compétences autour de créativité, de communication, de critical thinking, de coopération. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y a un mouvement profond qui est en train de se faire et qui va avoir des implications je dirais très concrète. Une étude Sapiens de l'an dernier a montré qu'effectivement, dans un métier que je connais bien, donc la distribution, les caissières qui représentent dans certains de nos métiers plus de 50% des effectifs, ces métiers-là ont diminué de 15% entre 2004 et 2016. Et c'est un métier dont... alors, on sait très bien que tout prévisionniste se trompe. Donc, parce qu'il y a 20 ans que le sujet est posé dans le... Mais ça aura mis 20 ans. Oui, mais ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est un métier qui disparaîtra entre 2050 et 2066. Alors là encore, on sait très bien que les prévisions sont toujours fausses. Mais on est en train de parler, quand on parle dans des enseignes comme les nôtres, de plus de 50% de l'effectif. Donc... Et ça avance très vite. On a déjà des magasins. Si vous allez, je dirais, près du rond-point des Champs-Élysées, il y a maintenant un magasin. On a parlé tout à l'heure d'Amazon Go. Mais il y a un Amazon Go à la française qui s'appelle le 4 de Casino, où il n'y a effectivement plus de caissières. Et effectivement, comme Amazon Go, c'est un concept store où vous vous rendez compte que vous allez dans votre magasin, que automatiquement vos produits sont scannés quand vous déambulez dans le magasin. Mais en final, il n'y a pas moins de personnel. Il n'y a pas moins de personnel, mais il y a un personnel différent. Il y a beaucoup plus de personnel sur du service, du conseil. Et effectivement, on voit un magasin dans lequel on voit apparaître quelqu'un qui
qui est un caviste. On voit quelqu'un qui est spécialisé dans un certain nombre de produits de restauration. On vend effectivement des croque-monsieur. Alors, c'est toutes des activités de service qui sont amenées à se développer, qui vont amener à un basculement. Mais comment prépare-t-on les gens d'un domaine à l'autre? Comment gère-t-on la transition? Le MOOC et l'espèce de choc culturel qui essaie d'instiller toute l'équipe est une composante intéressante parce que dans ce que vous décrivez comme métier, il y a du savoir-faire métier dans l'œnologie, dans le SWAT, mais il y a aussi cette posture générale de service. Mais qui est clé, puisque en finale, on se rend compte que la différenciation, elle se fera sur les deux dimensions qui ont été évoquées. Ces dimensions des soft skills, avec la qualité de service et toutes ces dimensions d'accueil, et puis sur la partie techno. Alors, je voudrais quand même venir un petit peu sur la partie techno et l'importance de notre rôle dans le domaine. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux études qui étaient complètement cohérentes, qui sont sorties en octobre dernier, l'une de l'Ipsos et l'autre de CSA, je crois, qui faisaient apparaître un niveau d'illettrisme numérique qui, moi, me semble inquiétant. C'est-à-dire qu'il était évoqué, pour donner les chiffres de l'un et de l'autre, qu'un quart des Français ne se sentaient pas complètement à l'aise avec Internet, 16% d'entre eux n'y allaient pas plus d'une fois dans la semaine, et le pourcentage d'abandonnistes était bien supérieur à ce qu'on pouvait imaginer. Nous avons fait un exercice un peu similaire dans une de nos enseignes, sur une grosse région. Et on a pu constater de la même manière que tout un certain nombre de nos collaborateurs, on était entre 10 et 15%, qu'ils ne maîtrisaient pas ce petit outil-là, dont on a considéré qu'il faisait de nous des femmes et des hommes augmentés. Oui. Toutes les applications qu'on développe là-dessus, et qui sont une manière d'accroître la qualité de service, et de rentrer dans l'évolution du commerce de demain, ben, si ces gens-là ne sont pas prêts, on va avoir un certain nombre de gens qu'on va exclure du dispositif. Donc, je pense qu'il y a un gros enjeu pour nous, c'est tout à la fois de développer ces compétences que j'appelle moi le core human, c'est de mettre l'humain au cœur, parce qu'effectivement la différenciation qu'on pourra avoir, elle se fera par le service, par l'accueil, par cette dimension purement humaine que l'outil n'apportera pas, mais il ne faut pas négliger en même temps le travail sur la dimension numérique, de manière qui renforce cette dimension d'accueil, de manière à ce que les gens ne soient pas exclus de ces dispositifs. Et je pense que c'est un message important moi, que je voulais passer. Parallèlement à l'enjeu des soft skills, ne perdons pas de vue le corps social. Et alors, d'un côté, on travaille à l'insertion et puis des projets majeurs comme Paris 2024 sont des éléments, et on risque d'exclure une autre partie du corps social si on ne prend garde. Effectivement, c'est... Et c'est pour ça que je pense que c'est important, parce que les deux sont liés en finale. Ouais. Et donc, je pense que c'est important de... Alors après, quand on travaille sur les soft skills, moi, il y a un modèle que j'utilise et je trouve très intéressant, qui a été développé par un Américain qui s'appelle Martin Neumayer, et qui prend la référence à la main. La main, c'est quand même ce qui différencie l'homme sur beaucoup de références, parce que le fait d'avoir ce pouce qui serve de pince et qui nous mettent en parallèle des 4 autres doigts. Et effectivement, il dit finalement, il y a 4 grandes soft skills et core competencies que l'être humain met en mouvement et qui permettent cette différenciation. C'est le feeling, cette capacité à établir cette relation, cette empathie. C'est le dreaming, donc c'est des dimensions de créativité que tu évoquais, cette capacité à se projeter. C'est effectivement la dimension de making. On parle beaucoup des doueurs, maintenant les makers. On rentre dans donc c'est des cycles qu'on a vus tout à l'heure, toutes les méthodologies agiles qui ont été évoquées. Et puis effectivement c'est la notion de sensing. Donc et le cinquième qui est clé, et je reviens au MOOC, et je pense que c'est une super initiative de développer cette action-là, c'est le learning qu'on met en face de chacune des 4 autres dimensions. Et c'est ce learning qui permet de continuer à grandir et à faire évoluer. Je pense que c'est vraiment important donc qu'il y ait des initiatives comme celle d'aujourd'hui pour qu'on se rende compte qu'il y a une remise en question permanente qui est nécessaire, parce que ces compétences-là, elles vont comment dirais-je, le taux d'obsolescence va aller en s'accentuant. Comme tout le reste de l'économie, les cycles c'est 5 ans. Et le dernier message au travers de ça, c'est que ça repose sur un principe. Dès qu'on parle du service, dès qu'on parle de la relation, c'est le principe de subsidiarité. Quand il va s'agir des 50 000 volontaires, plus les salariés, quand il s'agit dans toutes nos organisations, moi dans le retail je le vois très bien, à la fin, on parlait de Air France tout à l'heure, la différence c'est
chacune des personnes au quotidien dans le contact qu'elle établit avec le client. Oui. On peut faire tous les process du monde. Oui, absolument. On peut avoir toutes les règles générales. Si on n'a pas en conscience que le principe de subsidiarité qui fait que chacun, sur son terrain, à son niveau, se sent personnellement responsable de cette qualité de service, on n'ira pas au bout. Le clin d'œil avec nos amis de l'aérien tout à l'heure, on a vu la borne dans l'aéroport, mais il se trouve que dans l'avion, on a des PNC, on a des gens qui prennent soin des individus, et c'est eux qui portent largement l'image, probablement. Et si on fait un sondage, je pense que vous le savez mieux que nous, c'est moins le capitaine qui est à l'avant qu'on voit pas que les gens qui naviguent dans l'avion. Non, mais la relation, elle se crée à ce moment-là. Le capitaine, il salue les gens à l'entrée. En tout cas, bien au-delà des machines, il y a quand même des individus qui font la singularité dont on parle. Oui, c'est intéressant quand même la partie captain, parce que malgré tout, quand il y a des turbulences ou des situations difficiles ou un avion qui ne va pas partir parce qu'il y a un moteur, on recherche une panne, etc., il a un rôle majeur, notamment de réassurance. Et on travaille beaucoup là-dessus avec eux parce qu'il faut vraiment... ils sont très crédibles. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des drones. Dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'un avion parte sans, ne soit piloté automatiquement. Mais on n'y est pas encore, justement, parce que cette fonction de la réassurance, elle est fondamentale, d'avoir un pilote dans l'avion. Je crois même au-delà de ce qu'il sait faire, c'est une dimension extrêmement rassurante. Voilà. Merci. Donc on les a moins pour coller les étiquettes, mais on les a pour des fondamentaux. On continue l'exploration dans le monde de l'économie, si vous voulez bien. On va aller voir le monde de l'assurance avec vous, si vous êtes d'accord. Cher Pascal Thébet, alors les enjeux chez Allianz aujourd'hui, vous aussi, le digital vous percute. Qu'est-ce que vous vivez comme transformation et... Eh bien oui, on en vit pas mal, effectivement, avec la, Soyons rassurés, avec la tout le monde, digitalisation, je vous rassure, puisque je suis assureur déjà, je dois vous rassurer. C'est important. Alors, on est un métier qui a une certaine éternité par rapport à d'autres, c'est vrai, et qui peut-être un jour sera très challengé. On voit les tech qui arrivent. Ouais. Bon, ceci dit, ça ne va pas se passer en un soir non plus, contrairement à d'autres secteurs où, effectivement, la courbe de substitution a été très rapide. Donc aujourd'hui, notre enjeu, c'est que les clients ont toujours besoin d'être assurés et d'être rassurés. Ils sont moins patients, ils sont moins dans un rapport de, je ne dirais pas soumission, mais un peu de dépendance de l'assureur parce qu'ils ont le choix, ils deviennent plus exigeants. Ils naviguent sur les comparateurs, ils se renseignent. Et autant, quand on dit l'assurance ou l'assureur, ça ne fait pas forcément faire un effet waouh. Autant, quand on parle de son assureur, souvent ça se passe bien. C'est un peu comme la politique, quand on dit la politique Burke, mais quand on parle de son maire ou de son voisin qui est conseiller municipal, là on reconnaît qu'il y a un gros boulot qui est fait quand même. Donc notre enjeu, c'est d'évoluer avec tout ça, dans un univers concurrentiel en France qui est très fort, très fort dans tous les segments. On est un des pays dans le monde où il y a le plus de concurrence, que ce soit sur les prix ou sur le service. Donc Allianz, c'est un grand groupe, c'est un des premiers groupes mondiaux. Et en France, on est sur les segments entre 5e et 10e du marché. Donc on n'est pas hyper institutionnel. On a la force d'un groupe qui est un groupe d'origine allemande, donc qui inspire aussi l'instinct de sécurité en matière financière. L'Allemagne est un pays fort. Et on est passé il y a 10 ans de la marque AGF à la marque Allianz. Et à une époque, il y avait beaucoup de turbulences et ça a eu un effet très rassurant. Après, le challenge pour nous, c'est la proximité, effectivement, la réactivité, le service et la satisfaction du client. On est plutôt bien placé, mais on a encore beaucoup d'efforts à faire, comme beaucoup de collègues. Et donc cela, on le joue à travers le sujet de la digitalisation pour faire tout ce que ceux qui acceptent la digitalisation, qui la veulent, tout ce qui est facile à faire, tout ce qui est un peu ennuyeux et pour lequel on n'a pas envie de faire des demandes, d'envoyer des mails ou de passer des coups de fil, ça puisse être fait directement par le client, parce que c'est facile. Et par contre, lorsque la dimension de conseil ou de service est en jeu, là qu'on ait la relation de proximité avec soit son conseiller commercial, son agent ou une plateforme téléphonique qui est là aussi pour répondre. Et qu'est-ce que ça induit comme exigence dans l'évolution des compétences de vos collaborateurs ? Oui. Les soft skills, qu'est-ce que ça... Oui, les soft skills, vu on va dire la sociologie, la démographie des Français, ça devient fondamental pour l'interne. Et si ça fonctionne bien l'interne, comme vous le dites beaucoup ici, ça va aussi bien réagir auprès des clients, parce que quelque part on est collaborateur, mais on est aussi consommateur
Donc Oui. on arrive finalement à faire interagir tout ça comme il faut. Donc les soft skills, on les joue au travers effectivement de la formation de ceux qui ont une relation directe avec le client. Donc les commerciaux, quand on voit la façon dont on fermait les commerciaux, soit au départ, soit en continu, il y a 10 ans dans notre métier. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. J'ai démarré d'ailleurs par une formation de commercial, une formation d'agent, dans une autre maison qu'Allianz. Et quand on voit ce qui se faisait à l'époque, bien sûr, il y avait beaucoup de fonds. Oui. Et ce qui se fait aujourd'hui sur vers la partie relationnelle, la partie savoir faire réagir émotionnellement le client dans les moments où il réfléchit, dans les moments où il est en stress, ça a énormément changé pour nos commerciaux. On utilise beaucoup d'outils très nouveaux pour eux. Et pour les collaborateurs, eux qui sont administratifs, soit qu'ils soient fonctionnels, soit qu'ils soient opérationnels, là on a également beaucoup changé les choses et il y a ceux qui savent faire. On a eu beaucoup de collaborateurs qui dans le passé, qui aujourd'hui ont plus de 50 ans, mais heureusement c'est pas le cas de tous, qui savaient très bien répondre à un courrier, éventuellement à un fax, parce qu'on a connu ça, et puis maintenant un mail, mais qui sont pas à l'aise à l'oral. Ceux-là, on a essayé de les former. Heureusement, ça marche pour beaucoup d'entre eux. Quand ça marche pas, faut leur trouver un autre job qui les stresse pas comme ça. Oui, parce qu'il y a des enjeux de transformation des métiers aussi, des métiers qui vont disparaître. On l'a vu chez TF1, plus petite entreprise au regard de la vôtre, mais on va avoir une redistribution au-delà de l'évolution des compétences, non ? Oui, je vous dirais qu'il y a, bien sûr, il y a des métiers qui disparaissent, mais les métiers fondamentaux, leur part évolue. Et ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent dans un temps rapide. Mais effectivement, le nombre, lui, peut être amené à baisser, tandis qu'il y en a d'autres qui grimpent. Donc les commerciaux, on en aura toujours besoin. Ouais. On a un peu réduit le chiffre sur les 10 dernières années, mais finalement pas tant que ça. Et tous les ans, la courbe démographique fait qu'on doit en recruter de nouveaux, mais on les forme effectivement à ce qui doit être fait aujourd'hui. Ceux qui traitent les clients, effectivement, la culture a beaucoup changé. Aujourd'hui, c'est le téléphone qui compte et la facilité de manier les outils. Ouais. Et puis après, on a tout un tas de métiers fonctionnels. Donc la compta, on a besoin beaucoup de moins de personnes qu'avant parce qu'heureusement, il y a beaucoup de robotisation dans ce métier. Mais il faut garder quand même une grande intelligence sur des sujets qui peuvent être assez compliqués. Je donne quelques exemples. Les gens qui font les tarifs, qui suivent un peu la performance marketing, c'est un métier très pointu. La richesse des bases de données a fait que voilà, les possibilités sont devenues très grandes. Mais ça ne veut pas dire qu'on sait maîtriser la programmation, mais derrière, il faut utiliser les bons outils, savoir les rendre opérants et efficaces. Donc une technicité pure. Chantal, si vous êtes d'accord, on continue notre exploration et on va regarder ensemble ce que vous constatez dans les entreprises, dans l'appropriation du digital. Continuons l'exploration avec le monde bancaire. Cher Serge. On n'est pas pire ou pas mieux que les autres. On est impacté de la même manière, mais je retrouve ce qu'on trouve dans les métiers de la banque. On peut transposer ça. Notre matière première, simplement pas la technologie, mais c'est l'économie et la finance, qui est la core compétence, et dont on voit qu'elle est pas mal chahutée aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a le modèle économique qui nous oblige à nous repenser, parce que les marges des banques diminuent drastiquement. Il y a un modèle réglementaire dont on croyait qu'il constituait la principale barrière d'entrée. Et on pour voit les bien nouveaux, les petits nouveaux arrivants. Voilà. Et on voit bien que c'est en train aussi de s'effriter petit à petit. Et j'ai tendance à dire qu'il reste la barrière relationnelle qui constitue pour moi la vraie barrière entre une banque et ce qui n'est pas une banque. Alors je vais pas critiquer les autres, mais en tout cas le métier il se recentre là-dessus. Et ce qui est intéressant quand je transpose l'évolution des métiers de caissière, ou nous on a la même évolution avec les métiers d'accueil, les métiers de guichet et l'évolution des magasins. Regardez l'évolution des agences bancaires aujourd'hui. On a l'impression d'être dans un showroom. Bon, déjà, on ne sait pas quoi y faire, mais on a l'impression d'être dans un showroom. Et nous, on est en train de supprimer. On avait des métiers d'accueil, comme si l'accueil était une fonction et qui était l'apanage d'une personne et pas des autres. Mais c'était le cas. Les autres étaient enfermés dans leur bureau. Donc l'esprit de service serait capitalisé d'abord sur l'accueillant. Et très concrètement, donc on voit le cheminement de cette évolution de notre métier, aussi du métier bancaire, où j'ai tendance à dire plus l'intelligence artificielle monte, si on n'est pas capable d'équilibrer avec de l'intelligence émotionnelle, bon, c'est la planète des singes demain. Donc on va essayer d'éviter d'y aller. Et très concrètement, c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Alors, j'ai pas entendu le mot, même si c'est l'expérience client. Bien sûr, cette expérience client qui fait que même si le métier est très technique, la matière elle est très technique. En plus, dans notre ADN, Banque Populaire, Caisse d'épargne,
pour ne pas les citer, qui constituent globalement, c'est deux banques de détail, Natixis étant plus, étant pas de la banque de détail, mais la banque de détail, notre ADN repose sur une valeur de confiance, que ce soit vis-à-vis du monde de l'entreprise, des professionnels et des particuliers. Cette valeur de confiance, très concrètement, elle fait appel à des compétences émotionnelles, relationnelles, des compétences collaboratives de plus en plus. Cet après-midi, juste pour illustrer peut-être sous un autre regard, on parle de plus en plus de talent management ou de knowledge management, c'est ce qui a été dit. On s'enrichit des autres. Oui. Globalement, on voit la réforme, la loi à venir d'ailleurs, qui place le salarié au cœur. Parce qu'on y arrive petit à petit. On est en train de quitter une décennie de droit du travail, de l'emploi, et on va vers le droit à la compétence. On est en train d'évoluer tranquillement vers ça. C'est vrai qu'on recrute les collaborateurs avec ces compétences, bien sûr, émotionnelles, relationnelles et collaboratives, parce que de plus en plus, ce sont ces collaborateurs, les sachants, qui vont transmettre leur savoir et partager leur savoir, les bonnes pratiques aux autres. Et il faut ces compétences-là, parce que c'est les modèles du partage aujourd'hui, c'est les mouvements de société de fond. Et il faut aussi, donc c'est aussi important de voir dans les collaborateurs cette capacité de faire grandir la communauté. Cet esprit communautaire qui existe dans une agence bancaire. Une agence bancaire, c'est petit, c'est 5-6 personnes en moyenne chez nous, en tout cas. On n'est pas dans les banques traditionnelles. Et autre chose qui n'a pas été évoquée, mais peut-être que j'ai manqué, c'est aussi, il faut savoir manager ces nouvelles compétences. Oui. Alors même si la notion de manager évolue considérablement, il y a des managers de projet, il y a des expertises à savoir manager, en tout cas les managers de demain doivent pouvoir identifier ces compétences, parce que c'est pas facile de les identifier, ces nouvelles compétences, et les faire grandir. Et ça, c'est aussi un nouveau mode de management, et on attend des managers qui n'ont pas forcément ces compétences-là, parce qu'ils ne sont pas tout jeunes, et ça transforme aussi nos modèles de management. Et alors, quand on parle de symétrie des attentions, c'est pas une insulte, mais on voit bien que... Entre ce qu'on fait vivre au collaborateur, est-ce que le collaborateur fait vivre au client? Et si un client, il y a 4 ou 5 moments clés qui font qu'on peut perdre ou fidéliser un client, pour un collaborateur, c'est pareil. On parle du onboarding, ça peut être sa mobilité, comme un client. C'est totalement ça, symétrie des attentions. La symétrie des attentions. Et il y a 4 ou 5 moments clés dans un parcours professionnel qui fait qu'on est fidèle à son employeur ou à son entreprise. Et c'est ces moments clés, encore une fois, c'est l'expérientiel, c'est les émotions qu'un banquier, oui, c'est possible, ou qu'un employeur, qu'un manager, comme les assureurs, est capable de faire vivre à ses collaborateurs. Et les jeunes aujourd'hui viennent chercher des émotions, des expériences de vie. Et ça, c'est de l'émotionnel, c'est du relationnel. Et d'ailleurs, je pense à ce dont nous avons parlé en préparant sur le knowledge management. Il y a 20 ans, on avait essayé de créer des systèmes pour capitaliser le savoir, ça n'a pas fonctionné. Vous avez une approche, vous, très humaine, je crois que c'est l'idée de créer une plateforme de partage avec de la vidéo. J'en parlais cet après-midi à l'ensemble des DRH du groupe, mettre en place une plateforme collaborative où c'est les collaborateurs eux-mêmes qui postent leur savoir, alors soit sous forme d'un motion pour celui qui sait faire un motion, d'une vidéo, alors c'est des formats, c'est des ressources pédagogiques qui ont des formats très très courts, instantanés et qui se consomment comme ça. Le matin, tiens, on va regarder l'intervention du collègue d'à côté, et je trouve il y a un effet à double cliquer. D'une part, ça change totalement le modèle de la formation et de l'apprentissage, parce que c'est la loi à venir, c'est ça. On est en train de changer le modèle d'apprentissage, learning et développement, et en plus, c'est un acte de reconnaissance fort pour un collaborateur de dire moi j'ai un savoir, je le poste et ça intéresse tout le monde et voilà. On est vraiment dans ce concept d'entreprise apprenante, donc c'est ce qu'on lance, on met en place, ça existe, c'est pas un scoop, mais on met en place à l'échelle des 100 000 collaborateurs et pourquoi ça? Parce qu'en plus, on voit que les logiques d'apprentissage, on a une personnalisation de plus en plus forte des parcours d'apprentissage. Et on est incapable de multiplier à l'infini les ressources pédagogiques. On ne peut pas construire des modules pédagogiques à l'infini. C'est pas possible. Sauf si c'est les collaborateurs, les sachants, qui le font eux-mêmes avec des formats qui leur sont propres, avec leurs émotions. Et là, je pense qu'on joue gagnant-gagnant. Chantal, on va regarder, on a vu dans quand même un spectre large de l'économie le fait que les entreprises intègrent le digital comme étant une composante fondamentale du changement, identifient au moins en partie les ressources et l'importance des soft skills derrière. Quelle analyse vous faites, vous qui allez loin en profondeur dans l'analyse du digital, sur cette appropriation?
En fait, nous, nos clients, et j'ajouterais, alors là, on a des entreprises remarquables qui ont, des gens remarquables Paris 2024, dans des entreprises très remarquables, mais qui ont pour la plupart d'entre elles un objectif commercial. Nous, on travaille aussi pas mal avec des institutions, et en fait, les problématiques sont les mêmes. Je voulais juste dire ça en introduction, c'est-à-dire que on a affaire, nous, à des organisations qui n'ont pas forcément des clients, mais qui ont des ayants droit, etc., ou bien des institutions qui ont des adhérents. Service public à un service client public, etc. Et cette problématique de l'accueil et de toutes les compétences qu'il faut développer autour de ça arrive un peu plus tard naturellement dans ces organisations, mais arrive également. Voilà. Et notamment avec un enjeu qui est alors amplifié en plus par l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est l'individualisation de la relation. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, un client, quand il rentre dans une agence bancaire, il considère absolument normal qu'on ait toutes les informations disponibles sur lui et que naturellement la personne qui est de l'autre côté du guichet, alors pour autant qu'il reste des guichets dans les agences bancaires, est au courant de tout. Et ça, forcément, ça fait partie des choses sur lesquelles nous on forme beaucoup les collaborateurs et les dirigeants aussi. C'est effectivement sur cet environnement digital qui fait partie de nos vies et qu'on oublie parfois de projeter dans le monde professionnel. Est-ce qu'on va assez loin dans l'appropriation, dans la projection, et comment est-ce qu'on prépare les équipes ? Alors, comment est-ce qu'on prépare les équipes à la transformation digitale ? Déjà, il faut y penser, je dirais, hein, si c'est ça la question. En fait, nous, ce qu'on constate très très souvent, enfin ce qu'on a constaté, c'est là encore les choses évoluent, c'est que au départ, quand on était sollicité sur de la transformation digitale, on venait nous voir en disant expliquez-moi les changements, est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose d'important, c'est quoi l'intelligence artificielle, etc. Enfin voilà. Et en fait, très 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 rapidement, quand on mène des missions de conseil, déjà on remonte Sandrine Catala tout à l'heure l'a très bien dit, on remonte aux valeurs. C'est quoi finalement le but de l'entreprise ? C'est quoi l'histoire qu'on veut se raconter ? Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe du digital ? Donc on remonte en fait à la stratégie de l'entreprise, et puis effectivement tout de suite derrière il faut revenir à la conduite du changement. Mais souvent ça n'est pas l'intention première. Quand on est sollicité sur de la transformation digitale, on est encore beaucoup sur des orientations qui sont très techno. Comment est-ce que j'améliore ma performance, etc. Donc voilà. Donc l'accompagnement, c'est déjà de redonner du sens dans tout ça et de construire des histoires à raconter aux collaborateurs. Oui, avec un risque aussi qu'on croit comprendre en filigrane dans vos propos, c'est que le digital, il va être une des caractéristiques, notamment on l'a vu dans de nombreux métiers, de la relation client. Le risque, alors on comprend les soft skills qui devront faire la différence, parce que le risque, c'est un appauvrissement de cette relation. Si elle est totalement déshumanisée, digitalisée, je sais pas. D'où la nécessité effectivement de l'individualisation. Effectivement, l'enjeu, nos clients, c'est souvent le risque de désintermédiation. Là encore, ça a été expliqué par l'une des intervenantes tout à l'heure. C'est Marc-François Brasier, on vous salue. Vous aviez une vraie contrainte. Vous savez qu'en termes de timing, nous avons un peu dérivé. On vous salue. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Chantal, pardon. Oui, avec le digital, on risque de perdre de vue le client. En fait, on a une interface entre nous et le client, ou entre nous, clients, et l'entreprise. Et donc, effectivement, le sujet, là encore, il y a une des intervenantes aujourd'hui qui a parlé de Citymapper. Citymapper, c'est un très très bon exemple de désintermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus le prestataire de service final, mais on voit une espèce de plateforme. Et nous, on a un certain nombre de clients qui ont cette menace-là en face d'eux. Donc l'une des réponses, c'est pas forcément la seule, mais l'une des réponses, c'est effectivement de créer de la fidélisation et de l'identification réelle de l'entreprise à travers la mise en place d'une relation client
réfléchie, La qualité de la personnalisée, relation. etc. On Voilà. arrive à nos soft skills, ça fait écho à tout ce qu'on a vu sur l'IA. C'est aussi ce qui réaffirmera la place de l'homme. On est dans le contexte aussi où vous mettez dans le pot commun, dans une logique presque open source, le fameux MOOC. Comment est-ce que vous le percevez, vous, cette espèce de mise à disposition commune, objet commun, pour instiller, développer cette culture du service? Alors déjà, là, je trouve qu'on est en plein dans les choses extrêmement positives qu'on peut associer au digital. C'est effectivement la mise en commun de ressources gratuites, enfin voilà, libres d'accès Dans le pot pour commun, n'importe voilà, qui. chaque entreprise, Voilà. ça c'est extraordinaire, même concurrente, mettent... On a tous très peur du digital, de l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut absolument valoriser ce genre de choses en disant mais en fait c'est extraordinaire. Enfin demain n'importe qui sur le territoire, enfin pourvu qu'il, enfin sur le territoire, sur la planète, pour peu qu'il parle français, peut avoir accès à cette ressource. Voilà. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qu'on avait évoqué, c'est qu'effectivement et nous on l'a expérimenté, c'est que le e-learning permet d'ancrer dans la durée les compétences qui sont acquises. Alors en particulier sur les soft skills, si on fait des formations classiques en présentiel, je dirais que si on est très 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 bon, un participant, il va retenir grosso modo 15% de ce qu'on a dit sur une session de formation. Et effectivement, c'est des métiers qui demandent à être fondamentalement. Nous le savons. Voilà. Donc c'est vrai que le e-learning, alors en soutien du présentiel ou tout seul, permet d'ancrer. Mais d'ailleurs, ça a été présenté par la société qui a développé le MOOC, cette notion d'ancrage de la compétence dans le temps. Parce que effectivement on va y revenir plusieurs fois, etc. Et quelque chose d'extrêmement important là en termes pédagogiques. Mais dans l'utilisation et aussi la capacité à le mettre en œuvre. D'ailleurs, je fais un petit tour de table, désolé, je ne piège personne, mais est-ce que ça vous verriez, vous utiliser l'outil ou vous verriez une pertinence dans le fait d'utiliser l'outil pour vos équipes, pour les gens que vous adressez, pour vos écosystèmes? David Lamy, vous allez avoir un écosystème élargi, par exemple? Nous, ça faisait partie de notre réflexion, effectivement, de se dire comment on améliore le service client et quel support on peut proposer. Donc, merci de l'avoir fait, parce qu'on aura pas besoin de le faire. J'en ai rêvé, Maryse et toute l'équipe l'a fait. Plus, donc, c'est génial. En plus, si vous allez au bout, vous allez voir qu'il y a une petite question sur Paris 2024. Très bien, merci. C'était super. Donc, nous, on l'utilisera, c'est certain. Je veux dire, l'open source du knowledge, c'est quand même extraordinaire. C'est donc du développement de connaissances. Ce qui est intéressant pour que ce soit un vrai succès, c'est comment on le met en pratique. Oui. Je pense que maintenant, il va falloir travailler avec les acteurs de l'entreprise pour que ça devienne une pratique et que du coup, par la pratique, ça s'acquiert et ça se transforme en une connaissance, une compétence. Mais c'est l'étape qu'il va falloir travailler par la suite. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, David, et ça, j'ai oublié d'en parler, mais je tiens à le faire, sur l'ancrage formation et sur la mise en pratique, justement, on a rajouté un module avec Talk4 qui va permettre justement dans le temps de mesurer comment les gens se sont appropriés l'ancrage formation et qu'ils vont pouvoir véritablement dire comment ils l'utilisent, pourquoi ils l'utilisent et qu'est-ce qu'ils en font et pourquoi il faut qu'ils retravaillent telle ou telle partie. Et comme vous l'avez si bien justement dit, ce qui est important, c'est la variété des thèmes, la variété des supports pédagogiques, que ça ne soit pas ennuyé. Et tout le MOOC a été construit en ce sens. Donc merci à vous de l'utiliser, merci à tous de l'utiliser et j'arrête ma pub. Non mais le MOOC n'est qu'un point de départ finalement dans la démarche. Serge par exemple, chez BPCE, ça vous inspire l'utilisation du MOOC? On a déjà prévu de toute façon de le mettre dans notre entre guillemets catalogue de formation. J'en attendais pas moins de Maryse. Ce serait la moindre des choses. Vous avez une sponsor en interne. Ce qui est important néanmoins, ce que je retiens, ce qui est dit, c'est qu'il faut bien intégrer, c'est un support pédagogique, il faut intégrer dans un parcours pédagogique, quels que soient les supports d'ailleurs. Alors on sait l'attrait de la vidéo aujourd'hui, on le voit, donc ça je crois beaucoup, mais ce qui est important c'est placer ça dans un contexte, parce que tout est une affaire de contexte. Est-ce que, in fine, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on veut faire passer? Donc je pense que c'est un support utile, mais intégré dans un parcours pédagogique et avec que ça corresponde à quelque chose. Bien sûr.
D'où l'intérêt de se l'approprier et d'en faire un objet dans un contexte. Pascal TB, vous réagissez comment à la création de ce MOOC, cette volonté de partager et de diffuser, de renforcer cette culture de l'esprit de service? Ça vous interpelle au regard de vos enjeux chez Allianz? Ça nous interpelle bien, sachant que Allianz France est un adhérent assez récent d'Esprit de Service. On est arrivé au début de cette année. Bravo. Et très rapidement, après que j'avais fait la connaissance de Maryse, d'ailleurs, qui a été évidemment formidable dans sa présentation de tout ce que fait Esprit de Service et de ce projet qui, à l'époque, effectivement, était en train d'être fini. Donc, il faut qu'on prenne un peu plus connaissance de tout ce qu'il y a dedans. Et plusieurs collaborateurs ont participé aujourd'hui à cette réunion. On va prendre un petit moment pour le partager avec ceux qui sont directement à l'interaction avec le client, Ouais. Ceux qui sont éventuellement dans le commercial, Ouais. et ceux qui sont dans la partie expérience client, les marketeurs. Et voilà, comme j'ai fait des probabilités en tant qu'assureur dans le passé, Oui. je dis que les probabilités sont assez hautes. Pour que vous l'intégriez, beaucoup que ça plus devienne proche de un 100 objet. que de 50% de faire de ce MOOC un des piliers de notre formation et de l'entretien de la culture client. Arnaud, la démarche, vous l'accueillez comment? D'abord, la création d'un MOOC comme ça, open source, on met ça, quelques entreprises parrainent, permettent qu'il existe, et puis on met ça au profit de la société en général. Le partage et la diffusion Massive. Ça nous connaît un peu. Bon, c'est une forme de média, dans le fond. Absolument. L'essentiel, c'est, un petit peu, vous l'avez dit tout à l'heure quand ça a été présenté, c'est finalement l'impact et l'audience que vous allez pouvoir finalement générer. Parce que finalement, c'est ce que vous recherchez. C'est à frapper le plus d'esprit, à créer. C'est changer le monde, hein, très simplement, c'est changer le monde. Et donc, comment, finalement, grâce à ce MOOC, à ce qu'il porte, etc., eh bien, le succès permettra de toucher le maximum d'utilisateurs, le maximum de public, et fera en sorte que ça deviendra un média vivant. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est ça le pari, et c'est toute la difficulté. Excellent. Vous avez peut-être des conseils? Allez-y, je vous en prie. Oh, je vous donne le mien. C'est bon? Merci. Esprit de l'escalier. Oui, on a d'autant plus de chance d'être intéressé par le MOOC que s'il met beaucoup en scène Paris 2024 et que nous sommes assureurs officiels de Paris 2024 et des jeux d'hiver prochains ainsi que des jeux d'hiver après Paris et des jeux de Los Angeles. Donc ça fera de bonnes raisons. Intérêt J'aurais dû le dire supplémentaire. plus tôt, mais ça m'est revenu ensuite. Au surplus. Donc autant de raisons. Je m'en sors bien, Denis. Bravo. Et je regarde le timing. Est-ce que vous souhaitez encore ajouter un petit mot de la fin ou est-ce que on a fait le tour du sujet? La question, je la resitue, l'enjeu des soft skills dans les métiers de demain, la transformation des entreprises. Je pense qu'on a adressé le sujet. Y a-t-il des questions quand même à destination de nos participants, sachant que vous êtes là depuis ce matin et je sais votre engagement. Ils ont été formidables. Ah, allez-y, j'arrive, je vous donne un micro. Vous m'avez inspiré fortement, je vous remercie pour cette super journée. Donc, vous m'avez inspiré très fortement, je vous remercie pour cette superbe journée. Je pense à une cible privilégiée, toutes les écoles. Voilà. Voilà, dans notamment l'Académie de Versailles, l'Académie de Créteil, l'Académie de Paris. Dans les enseignements professionnels, ça vraiment le MOOC en fait c'est open bar et ça a une double vertu, hein, c'est-à-dire que ça va être leur mode d'apprentissage futur et là le produit il est déjà fait et ça fera une pub au passage à des futurs entrepreneurs qui auront le réflexe merveilleux d'adhérer à Esprit de Service. Non, puis plus fondamentalement, vous travaillez pour tous les DRH de ce pays, dont on sait bien qu'ils auront besoin de renforcer les soft skills, cette espèce d'appétence et de culture partagée, qu'en plus, réciprocité, parallélisme, ça aide aussi à mieux vivre en intérieur dans les organisations. Donc voilà des enjeux qui, j'imagine, vont droit au cœur de nos DRH, que je remercie et que je pense nous pouvons applaudir chaleureusement. Merci Pascal TB, merci Serge, merci Chantal, merci David, merci à nous.